Amis du roman historique et de l'histoire, bonjour. Aujourd'hui, nouvel épisode. Là, le thème, c'est l'assassinat. Donc c'est pour ça que je me suis mal rasé, vous voyez, ça fait un peu repris de justice. Donc tout d'abord, je vais répondre à quelques questions. On m'a posé la question, on m'a fait une remarque. On m'a dit, tu as dit que le créateur du roman historique, c'était Randolph Scott. Alors Randolph Scott, c'est pas du tout un écrivain, c'est donc un artiste, c'est un comédien des années 30-50 du cinéma hollywoodien. C'est un lapsus, je me suis trompé, hein, c'est pas du tout ça, c'est Walter Scott. Alors, en plus, c'est pas, vous n'avez pas remarqué, c'est pas vraiment le créateur du roman historique. Parce qu'on peut, traditionnellement, on dit bah, c'est Madame de Lafayette, hein, avec la princesse de Clèves. Mais la mode a vraiment pris, si vous voulez, plutôt au 19e siècle, avec Walter Scott, et non pas Randolph. Voilà. Donc pour illustrer ce thème sur l'assassinat, sur les romans historiques liés à une enquête policière, hein, en ce moment c'est la grande mode. Ça avait débuté avec Le nom de la rose, hein, qui est un magnifique livre avec lequel on pourrait faire un sujet d'ailleurs, hein, on y reviendra plus tard. Mais là on va faire tout à fait autre chose. Donc pour illustrer, vous savez que j'ai coutume souvent, pas à chaque fois, mais souvent de faire un petit poème. Ben là je vais faire un poème, je vais vous chanter, hein, donc c'est l'assassinat, vous allez voir. C'est une jolie chanson. Je vais mettre mes lunettes d'abord, parce que je ne le connais pas par cœur, donc il faut que je lise pour le chanter. Alors, l'assassinat. C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nos villages aussi, on a de beaux assassinats. Nos villages aussi, on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenue et le cœur ingénu. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Mais la chair fraîche, la tendre chair, mon vieux, ça coûte cher. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. Quand sa menotte elle a tendu, triste il a répondu qu'il était pauvre comme Job. Elle a remis sa robe. Qu'il était pauvre comme Job. Elle a remis sa robe. Elle alla quérir son coquin, qu'avait la pas du gain. Sont revenus chez le grigou faire un mauvais coup. Sont revenus chez le grigou faire un mauvais coup. Et quand elle lui tenait, elle l'assassinait. On dit que quand il expira, sa langue elle lui montra. On dit que quand il expira, sa langue elle lui montra. Mirent tout en dessus dessous, trouvèrent pas un sou, mais des lettres de créanciers, mais des saisies d'huissiers. Mais des lettres de créanciers, mais des saisies d'huissiers. Alors prise d'un vrai remords, elle eut chagrin du mort, et sur lui se mettant à genoux, elle lui dit pardonne-nous. Et sur lui tombant à genoux, elle lui dit pardonne-nous. Quand les gendarmes sont arrivés, en pleurs ils l'ont trouvé. C'est une larme au fond des yeux qui lui valut les cieux. C'est une larme au fond des yeux qui lui valut les cieux. Et le matin qu'on la pendit, elle fut en paradis. Certains dévots depuis ce temps sont un peu mécontents. Certains dévots depuis ce temps sont un peu mécontents.
C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nos villages aussi, on a de beaux assassinats. Nos villages aussi, on a de beaux assassinats. Voilà l'assassinat de Georges Brassens. Alors c'est toute la magie du poète qui est capable, en quelques strophes, de décrire toute une ambiance romanesque, tragique. Hein. Voilà, c'est l'assassinat de Georges Brassens. Donc pour cette fois-ci, j'ai trouvé donc pour illustrer au niveau historique la période, la Troisième République, parce que je vous ai trouvé des enquêtes policières à la fin du 19e siècle en France, à Paris, autour de Paris, je vous expliquais. Hein. Voilà. Donc la Troisième République, alors j'ai choisi la Troisième République de Pierre Miquel chez Fayard. Vous voyez, vous avez pu remarquer, j'aime bien Pierre Miquel, hein, c'est un immense historien, donc j'aime bien l'utiliser. Il y en a d'autres, hein, il y a plein de choses. Si vous voulez, il y a des ouvrages sur ces périodes-là, notamment sur les anarchistes et puis le milieu révolutionnaire. Il y a Blanqui l'Enfermier de Gustave Geoffroy, ça c'est ancien, mais c'est un vieux livre. Si on veut comprendre la Troisième République, il faut également comprendre Napoléon III, hein, parce que c'est issu c'est une logique historique. Donc il y a Napoléon III d'André Castelot, hein, c'est ancien, mais ça se trouve d'occasion. Ça c'est très très bien. Il y a Pierre Milza qui a écrit donc, sur Napoléon III, grand historien Pierre Milza. Hein. Donc ça c'est publié quelles éditions? Ça c'est également une édition club. Hein. Donc faut chercher quoi. Également, donc la période charnière, c'est la guerre de 70. Hein. François Ross avait sorti ça, hein. C'est pareil, c'est une édition club, donc j'ai pas l'édition là. Hein, donc, enfin, c'est François Ross, la guerre de 70. Voilà, donc si on revient à la période Troisième République de Pierre Miquel, je vous ai sélectionné un peu de lecture, donc c'est la page 453. Page 460, le massacre de Fourmi. 453. 453. Le massacre de Fourmi. À Clichy, la police a enlevé le matin des drapeaux rouges et noirs raccrochés durant la nuit par les anarchistes aux poteaux télégraphiques. L'après-midi, elle a chargé un cortège pacifique venu de Levallois et s'est emparée du drapeau rouge. Bref bagarre. La colonne s'est reformée. Elle est attaquée plus loin, rue de la Fabrique. On chante la Carmagnole. Le commissaire veut à toute force s'emparer du drapeau rouge. Nouvelle charge. Cette fois, des coups de feu éclatent. 3 blessés. Un jury condamne à 3 ans de prison l'anarchiste Descamps qui déclare pathétiquement « Ma tête, on peut la couper, je la livre. Je la porterai fière et droite devant l'échafaud. » Ces condamnations de Clichy, qui ne touchent que 2 personnes, exaspèrent un milieu anarchiste sensibilisé à la violence. En juin, une bombe explosera sous la fenêtre du commissaire de Levallois-Perret. Les attentats se poursuivent en 1892 contre le conseiller Benoît, l'avocat général Bulot, puis au restaurant Véry, dont un garçon, Léraud, a dénoncé Ravachol. Mais Clichy n'est rien à côté de Fourmi. Cette petite ville du textile de la région d'Avesnes se prépare à fêter joyeusement le 1er mai. Les patrons, inquiets du passage du socialiste Lafarge, gendre de Marx, dans la cité en briques luisantes et la création d'un groupe socialiste dans une communauté où le clergé enregistrait 1200 communions d'hommes au cours d'une retraite, ont décidé d'intimider les ouvriers en annonçant l'ouverture des usines le 1er mai. Le maire opportuniste a obtenu du préfet l'envoi des gendarmes à cheval et de compagnies des 84e et 145e d'infanterie. La ville, qui s'apprêtait à donner un bal et une représentation théâtrale, est soudain occupée par les lignards en tenue de campagne.
On fait bon accueil aux soldats recrutés dans la région. On promène dans les rues, selon la tradition, un arbre de mai enguirlandé. Les grévistes tentent de débaucher ceux de l'usine de sans pareil qui ne suivent pas le mouvement. Les gendarmes attaquent et arrêtent deux ouvriers menottes aux mains. Nouvelle charge, une bande de 200 jeunes gens vers 18h s'avance vers la mairie. La blonde Maria Blondeau, en plus elle s'appelle Blondeau, 19 ans, se trouve en tête du cortège avec un conscrit de l'année porteur d'un drapeau tricolore. Ils veulent demander la libération des prisonniers. Les soldats croisent la baïonnette. On leur jette des pierres. À 60 mètres, les lebels, ce sont des fusils, se déchargent au commandement. 80 personnes restent sur le pavé. Il y a 10 morts, dont Maria Blondeau, le conscrit, ainsi que des enfants. Voilà, c'est l'ambiance sociale de l'époque. Voilà. Ensuite, parallèlement à ça, je vais vous parler du franc or. Alors, page 496. Alors, la France est, avec l'Angleterre, le pays du monde le plus riche en or. Elle dépasse pour la capacité de thésaurisation les États-Unis et l'Allemagne. Sa monnaie, le franc germinal, a traversé le siècle intact. On évalue au tiers de la circulation monétaire la masse des pièces échangées. On se sert de pièces d'or et d'argent au marché, dans les foires, les magasins. L'usage des billets est loin d'être généralisé. La République radicale est encore celle du franc or. Le bas de laine s'arrondit, surtout depuis le retournement de la tendance internationale qui s'affirme à partir de 1895. Les prix agricoles ont grimpé de 40%, les prix industriels de 36% jusqu'en 1914. Cette hausse entraîne une vigoureuse croissance de l'activité économique, rapide surtout à partir de 1905. Quand ils évoquent le revenu des Français, les experts s'accordent pour l'estimer en hausse. Lévy Le Boyer, parlant du produit national brut de la France, l'évalue à 1,5%, 2,8% pour l'Allemagne, déjà, sur 50 ans. Le PNB des Français, calculé par tête, est en hausse moyenne de 1,4%. Pour François Cruzet, cet enrichissement tient à la hausse rapide à la fin du siècle des fabrications industrielles pour un taux de croissance de 1,61 en 1815 à 1913. L'accélération est nette à partir de 1896 lorsqu'on passe à 2,4%. L'essor est encore plus rapide après 1905, 3,56%. Pour les industries les plus modernes, il est encore de 5,2%. En 30 ans, la valeur de la production agricole a progressé d'un demi-milliard. On peut donc parler d'un enrichissement général, d'une prospérité qui s'affirme presque triomphalement. Alors pas pour tous, mais d'une manière globale, l'économie française et occidentale grimpe. Et broie aussi du monde, d'où les mouvements sociaux. Voilà. Alors, ensuite, un autre aspect de cette période, les hussards noirs de la République, page 374. 374. Page 374. Alors, les hussards noirs de la République, ils sont 120 000 en France qui mènent un combat difficile avec des moyens réduits. Dans chaque village, ils ont progressivement leur maison d'école. Ils doivent souvent lutter pour l'obtenir dans des conditions acceptables contre une municipalité cléricale. Qui les soutient alors? Les passages de l'instituteur primaire sont rares et peu valorisants. Les seuls alliés de l'instituteur sont le maire, le conseiller général, le député. L'amélioration de la situation, des moyens de sa mission dépendent des élections et du pouvoir politique. Il doit faire plus que s'installer sur l'école. Il doit faire plus que d'installer son école. Y rallier la population scolaire. En zone rurale, les attitudes mentales jouent encore contre l'école. Antoine Prost dit l'exemple de ses parents du Gers qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école quand on les paierait. Ou celui de ce propriétaire du Médoc qui déclare « Nous avons besoin de vignerons, pas de lecteurs ». Pour l'opinion publique, le délai se ramène à une question. À quoi bon l'éducation? En allant plus loin, on peut, ou sans
ou sans entendre une autre, à quoi bon dépenser tant d'argent de l'État pour former de futurs intellectuels du gibier de révolte? Et oui, le premier combat de l'instituteur consiste à justifier l'école. Il doit montrer qu'elle est utile, faire la preuve que le progrès est fécond. Il est ainsi amené à sortir de son rôle strictement scolaire pour devenir conseiller en agriculture, en hygiène, en pratique sociale, en législation du travail. Il doit tout savoir et répondre aux besoins d'une population donnée, surpassant le curé dans ce rôle. Oui, c'est un bouleversement. Hein. La place centrale du curé passe donc à l'instituteur à cette période. S'il fait la preuve de son efficacité, il aura gagné l'essentiel et dur combat de la pratique scolaire, attirer à lui tous les enfants en valorisant le diplôme et l'enseignement lui-même. C'est pourquoi il s'attache à donner du prix au certificat d'études primaires, à organiser des manifestations autour de l'examen, à décerner des mentions de premier du canton. Il lui faut un système de bourse qui permette aux meilleurs élèves de sortir de leur milieu. Il est l'agent de la compétence rationnelle et de l'évasion sociale, le médecin des plantes et des bêtes, l'avocat des causes difficiles, le missionnaire de l'idée nouvelle, du progrès de la société par la connaissance de la libération des vieux rapports sociaux. Son affectation à l'école d'un village n'est pas le but d'une carrière, mais le lieu désigné d'une mission. Le hussard noir, fanatisé à l'école normale, a pour munition dans sa giberne les manuels républicains, une chaîne d'arpenteurs, un globe terrestre et parfois un microscope. Il peut ajouter une brosse à dents et du savon de Marseille pour faire des démonstrations d'hygiène. On compte sur lui, dans les loges maçonniques, pour réformer l'humanité. Voilà. Donc ensuite, justement les francs-maçons, page 358. 358. Alors, pas plus que les jésuites, leurs ennemis traditionnels, les francs-maçons n'ont bonne presse. On les accuse de tous les péchés. Jadis, au temps heureux des Lumières, ils recrutaient dans les évêchés, les états-majors, les hôtels paranciers et même à la cour. Ils ont désormais pour adeptes des employés des postes et des instituteurs de village. Initiés au cours de cérémonies mystérieuses, ils parlent entre eux un langage abscon, se reconnaissent par des signes kabbalistiques, se revêtent en loge d'ordements étranges, s'enterrent les uns les autres civilement, souvent dans le drapeau rouge, n'envoient pas leurs enfants au catéchisme, ne se marient pas à l'église. Ils se placent hors du jus social à ses frontières, se vouant au marginalisme des sectes. Ce ne sont pas des Français comme les autres. Se proclamant tous frères et amis du genre humain, on peut suspecter leur patriotisme. N'y a-t-il pas aussi des maçons en Allemagne? Leur patrie est au ciel du Dieu architecte qu'ils vénèrent, et leur communauté n'est pas nationale. Ni chrétiens ni français, ils sont à peine tolérables. Ils agissent en secret, tirent les ficelles de l'État. Les grandes décisions discutées au Parlement se préparent en fait dans l'obscurité des loges. Un tout petit nombre d'hommes impose ainsi à la nation des décisions inspirées par le plus évident parti pris, sans réponse, sans riposte possible, puisque l'adversaire s'avance masqué. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont inconnus. Il est urgent de les montrer au grand jour, de dénoncer leurs intrigues et leur soif absolue de pouvoir. Leur action clandestine ou parallèle a pour résultat d'écarter l'Église de la communauté des fidèles, des décisions politiques, toujours prises au profit exclusif de la secte. La disparition des congrégations est leur œuvre. Il suffit de lire la grande presse catholique pour s'en convaincre. Ils sont à l'origine des lois scolaires et participent tous les jours, grâce au dévouement des instituteurs affidés, au grand complot contre la jeunesse de France. La plupart des évêques ont, en ces termes, dénoncé leurs pratiques et mis leurs intrigues en évidence. Le clergé leur voue une haine inexpiable et leurs déclarations de guerre sans merci. Car ces marginaux ne sont pas d'inoffensifs spectateurs, mais des sectaires combatifs, de dangereux alliés du malin, qu'il faut extirper du corps social pour régénérer la nation. Ainsi parle la presse des assomptionnistes
qui prospère chaque année davantage. Le pape lui-même a donné le signal de la croisade. Le très tolérant Léon XIII n'a-t-il pas écrit dans une encyclique particulière: notre meilleur et plus solide espoir de guérison est dans la vertu de cette religion divine que les francs-maçons haïssent, que les gens de bien s'unissent donc aussi et forment une immense coalition de prières et d'efforts. Pour Drummond, l'antisémite, le juif s'est fait maçon. En le frappant, on fait d'une pierre deux coups. C'est Monseigneur Le Canuet qui l'écrit. Les colères déchaînées par la France juive, les sympathies que le clergé manifeste pour M. Drummond, le mouvement antisémite qui grandira les années suivantes, tout cela va rendre la guerre religieuse plus implacable encore. Les francs-maçons et les juifs se trouvent désormais associés dans la même dénonciation. D'ailleurs, la France de Vichy va les martyriser aussi. Hein. Voilà. France de Vichy qui est un peu l'expression de cette manière de penser. Hein. Voilà. Donc ensuite, page 445, la répression. Page 445. Répression anti-ouvrière. Pour contenir le front du travail, le gouvernement républicain dispose de forces illimitées puisqu'il peut faire appel à l'armée. L'État se réserve d'intervenir sur les grands conflits en offrant sa médiation, mais sa tâche essentielle est de sauvegarder l'ordre. Clémenceau, ministre de l'Intérieur de Sarienne, dispose d'un réseau de policiers spécialisés dans la surveillance des troupes syndicales et des groupuscules anarchistes. Des indicateurs alimentent le fichier central de la police. Souvent, ces mouchards se trouvent fort bien placés et l'on découvre que tel militant actif, voire estimé de ses camarades, a travaillé pour la Rousse, les flics. Ce sont parfois d'anciens communards qui noyotent les milieux anarchistes. La police utilise aussi les concierges, les patrons de bistrot, les gérants d'hôtel. Michel Perrault raconte que pendant la grève d'Auzin, la police envoie un agent qui se présente comme démarcheur dans le bassin minier pour glaner des renseignements. Les préfets rémunèrent les mouchards sur des fonds spéciaux. Pendant les grandes grèves des mineurs de Decazeville en 1886, c'est en Aveyron, hein, et des métallurgistes de Vierzon, on envoie sur place des agents qui se mêlent aux grévistes et les dénoncent. Paul Cambon, quand il est préfet du Nord, adresse régulièrement à son ministre des rapports sur une situation sociale qui ne cesse d'inquiéter le gouvernement. On assure que certains patrons, comme Caille, sont reliés au ministère de l'Intérieur par fil spécial. C'est en tout cas la directive que Waldeck a donnée au préfet, rester en contact direct avec les patrons et se tenir informé afin de ne jamais être pris de court. Voilà, donc ça donne la toile de fond hein, de cette période. Voilà, c'est le livre d'histoire. Il y en a d'autres, hein, un livre d'histoire qu'il faut lire pour créer ce genre de livres hein, qui sont des enquêtes policières. Dedans, dans un de ceux-ci, il y a aussi il y a également de l'histoire. Donc j'ai mis ça où moi? J'ai mis ça où? C'est le mystère de la rue des Saints-Pères. Ah, le poste-passe. La poste-passe, page 277. 277, il y a une description historique, donc on reste dans le domaine historique, après on va passer dans le domaine romanesque. Alors, le 6 mai 1889 est inaugurée sur le Champ de Mars la grande fête de la République, la 4e exposition universelle française, après celle de 1855, 1867 et 1878, destinée à commémorer avec éclat le centenaire de la Révolution. Dès 1884, le président du Conseil, Charles de Freycinet, a décidé que le clou en serait une tour monumentale, à la suite d'un concours réunissant 700 projets, dont certains fort fantaisistes, comme la tour arrosoir pour rafraîchir Paris les jours de canicule, c'est rigolo, ou la tour guillotine, en souvenir de la terreur. Horreur. Gustave Eiffel, seul constructeur d'ouvrages métalliques, un des plus célèbres est le viaduc de Garabit, remporte la commande. Sa tour dépassera le monument alors le plus élevé du monde, l'obélisque de Washington, 169,25 mètres.
Elle symbolisera l'industrie et la puissance française. Les Allemands en pâliront d'envie. À partir du 28 janvier 1887, le nouveau clocher de la capitale, peint en un ton bronzé, tirant sur le rouge, monte peu à peu à l'assaut du ciel, provoquant l'admiration des uns, la colère des autres. J.K. Huysmans la qualifie de suppositoire solitaire, de Maupassant de squelette disgracieux. Quant au poète Paul Verlaine, il fait un détour pour ne pas la voir. Jour après jour, les 7500 tonnes de fer et de fonte que représente ce mécano géant sont assemblées. Pendant ce temps, la France manque basculer dans l'aventure boulangiste. C'est aussi la fin du montage de la Tour Eiffel. Alors, inaugurée le 31 mars 1889, parce que j'en ai sauté une partie, hein, c'est pour ça. Alors, inaugurée le 31 mars 1889, elle dresse ses 300 mètres et 0,1 mètre également, au-dessus d'une succession de pavillons prêts à accueillir une foule sans cesse renouvelée en 6 mois. En 6 mois, 3 512 000 ascensionnistes vont escalader les 1710 marches des escaliers de la tour. 33 millions de visiteurs vont se presser à l'expo. Le président Sani Carnot, qui succède à Jules Grévy, obligé de démissionner en 1887 à la suite du scandale des décorations, oui, parce que son beau-fils faisait ce trafic, il vendait des breloques, hein, des légions d'honneur. Voilà. Alors, il promène sa bonhomie dans les années, dans Jules Grévy, hein, Sadi Carnot promène sa bonhomie dans les allées du Champ de Mars, comme dans un nouveau Versailles. À l'ombre de la tour, le fer français s'expose à la galerie des machines, symbole du capitalisme naissant. Les maîtres de forge et les hommes du pouvoir ont scellé leur alliance dans les hauts fourneaux et les banques. L'exposition universelle sera pour le pays et la capitale un emplacement sûr. Les titres émis et à cette occasion vont rapporter 22 millions. Donc maintenant on va passer au roman policier. Hein. Donc il s'agit d'un roman policier de Claude Isner. En fait c'est un pseudo de deux sœurs, hein, dont je ne connais pas le nom. Et donc elles écrivent à quatre mains. Et là leur premier roman c'était Mystère rue des Saints-Pères. Voilà, je vais vous lire la pochette. Alors, comme nombre de visiteurs du monde entier, Victor Legris, libraire rue des Saints-Pères, se rend à l'exposition universelle où la Tour Eiffel, donc on en parlait tout à l'heure, qui vient d'être achevée, trône en véritable vedette. En ce début d'été 1889, les Parisiens ont bien du mal à se frayer un chemin dans la foule qui se presse entre les kiosques multicolores dans les allées envahies de pousse-pousse et d'années égyptiens. Au premier étage de la tour, Victor doit retrouver Kinji Mori, son associé, et son ami Marius Bonnet, qui vient de lancer un nouveau journal, le Passe-Partout. Mais leur rendez-vous est vite interrompu. Une femme vient de s'écrouler sur le coup d'une étrange piqûre. S'ensuit une série de morts inexpliquées qui vont marquer les débuts de l'enquête de Victor Legris. Ces nouveaux mystères de Paris nous plongent dans la capitale des impressionnistes, des villages et des quartiers populaires. Voilà, donc je vous ai sélectionné quelques pages. Donc, page 16, l'Expo universelle. Page 16. Les doigts crispés sur son sac, l'œil rivé aux enfants, Eugénie entama sa descente aux enfers. Elle dévala au pas de charge la colline de Chaillot, dépassa sans les voir l'étalage des fruits de la planète, les bonsaïs torturés du jardin japonais, la bouche sombre du voyage au centre de la terre. Les baleines de son corset lui sciaient les côtes, ses pieds imploraient grâce. Elle avançait sans ralentir l'allure. En finir au plus tôt, atteindre un terrain plat. Enfin, elle tendit ses billets et poussa les enfants sous le vélum du pont d'Iéna. « Écoutez-moi attentivement, scanda-t-elle. Si vous vous éloignez d'un centimètre, je dis bien d'un centimètre, nous rentrons. » Puis elle plongea en plein sabbat. Le monde entier jouait des coudes parmi les kiosques multicolores. Un fleuve humain déferlait, français, étrangers, noirs, blancs, jaunes.
des minstrels de Leicester Square, aux faces frottées de suie, les entraînaient rive gauche en une cavalcade rythmée par les banjos. Le cœur chaviré, les oreilles agressées, Eugénie s'accrochait à Gontran que ce tohu-bohu laissait imperturbable. L'exposition semblait se jeter sur eux de tous côtés, ballottés entre les marchands ambulants, les tireurs de pousse-pousse anamites, les âniers égyptiens. Ils parvinrent à rejoindre la file d'attente devant le pilier sud de la tour. Voilà, donc ça c'était l'Expo universelle. Page 236, fin d'expo. On finit l'expo, page 236. Le champ de Mars s'éveilla sous un jour délavé. Ses habits de fête souillés par les excès de la veille. Une armée de balayeurs investissait la place. Des tombereaux ramassaient les tas de détritus. Les jardiniers ratissaient les plates-bandes, arrosaient les fleurs, recoiffaient les gazons. Il était à peine 7 heures. Les charrettes et les camions des fournisseurs croulaient sur les denrées alimentaires, s'éparpillèrent aux quatre coins de l'exposition pour ravitailler l'insaisissable appétit d'un ogre à 1000 têtes, encore invisible, mais déjà en marche. Une petite carriole brinque-ballait sur les gravillons d'une allée, faisait teinter le seau et les balais dont elle était chargée. La tirant d'une main, une femme replète marchait d'un pas saccadé vers l'habitat des temps préhistoriques. Elle dépassa l'abri de l'époque du renne, les cabanes de l'âge de bronze, de la pierre polie, du fer, et ralentit devant ce qui était censé représenter la copie conforme d'une excavation naturelle. Philomène Lacarelle s'empara du seau à demi rempli d'eau savonneuse et le poussa brutalement à terre. « Ah, on ne peut pas dire que ça brille par le confort et la propreté, ce gourbi-là. Ma pauvre Philomène, faut vraiment avoir la cervelle festonnée pour accepter un turbin pareil. Je les retiens au bureau de placement. C'est mon 10e jour de boulot dans ce cirque et je m'y ferai jamais. Regarde-moi ça, enfilé de touristes, semeurs de crottes. » Voilà, enflé de touristes, semeurs de crottes. Donc ça c'était pour le premier livre, pour donner l'ambiance de ces petits romans. Donc je ne vous fais pas rentrer dans l'intrigue policière, hein, ça vaut de découvrir. Hein. Ensuite il y a le tome 2, il est où le tome 2 ? Il est là. Donc c'est le carrefour des écrasés. Alors le carrefour des écrasés, situé entre la rue Montmartre et le faubourg Poissonnière à Paris, hein, porte bien son nom. En ce mois de novembre 1891, le corps sans visage d'une jeune femme est découvert au petit matin sur le carrefour. Tout de rouge vêtu, la jeune femme ne portait pas de chaussures. Ce même jour, un certain Grégoire Mercier, berger en chambre, rue des Reculettes, 13e arrondissement, rapporte à Victor Legris, libraire et enquêteur à 16 heures, un escarpin rouge de femme contenant en guise de semelle le papier à en-tête de sa librairie de la rue de Saint-Père. Claude Isner, dans cette troisième aventure, c'est la troisième, d'accord, je me souviens plus du deuxième alors, de l'intrépide Victor Legris et de son truculent commis Joseph nous entraîne de nouveau dans un merveilleux voyage au cœur de Paris de la fin du 19e siècle. Bon, en fait, j'en ai lu 3, hein, voilà. Il y en a d'autres, hein, vous voyez, il faudrait que je les lise. Mais c'est sympa à lire, hein, c'est truculent, dirais-je. Voilà, page 11. Les parigots. Alors, vite se passer les mains sous l'eau pour effacer toute trace de confiture. Après s'être essuyé la hâte, mademoiselle Bontemps contempla douloureusement l'assiette remplie de barquettes à la fraise, de moka, d'éclairs, de meringues. Résistant à la tentation, elle s'enferma au fond d'un placard. Ce soir, pensa-t-elle, quand tout le monde sera couché, elle fit bouffer sa robe sur sa crinoline qu'elle s'obstina à porter en souvenir de ses 20 ans et regagna en crissant le salon où son visiteur enfilait ses gants. « Excusez-moi d'avoir été si longue, monsieur Maury, dit-elle en minaudant. J'avais cru entendre un robinet goûter. C'est moi aussi nettement perçu au bruit de cataracte, répondit l'homme, un japonais tiré à 4 épingles. Il jeta à son haut de forme de soie noire
assorti à son veston croisé, à son pantalon à raie, puis s'efforça d'extraire sa canne d'un porte-parapluie garni d'un bruyamini de volant. Le salon entier était d'ailleurs voué au falbala. Ils agrémentaient les rideaux, les housses des sièges, les étagères surchargées de bibelots et jusqu'à la robe de l'hôtesse. Ils couraient le long du décor en vaguelettes agitées d'un ressac incessant, et l'élégant asiatique paraissait souffrir du mal de mer tandis qu'il luttait contre les remous du tissu. Il parvint enfin à récupérer sa canne et poussa un soupir. Alors ça c'était, d'accord, page 93, le Moulin Rouge, célèbre le Moulin Rouge. Ça c'est Paris. Alors Victor, descendu du fiacre, et demeurait immobile, incapable de s'arracher au mouvement incessant des ailes pourpres. Aimanté par ce flamboyant diapré, une multitude de fêtards envahissait le boulevard de Clichy, où, 2 ans auparavant, un Catalan nommé Joseph Oller et Charles Zidler, un ancien boucher, avaient eu l'idée d'édifier, en l'emplacement du palais de la Reine Blanche, une luxueuse guinguette destinée à détrôner l'Élysée-Montmartre. L'établissement avait bénéficié d'emblée d'un succès foudroyant grâce à son attraction principale, le cancan, une chorégraphie excentrique en vogue dans les années 1830, et remise au goût du jour. Cette danse impudique, jusqu'alors réservée aux habitués des guinches, des fortifs et des bastringues de Pigalle, était désormais à la portée des bourgeois et des aristocrates. Des phalènes, des hommes en frac escortant des belles de nuit, ces trottins flanqués d'amoureux, la viscope, argot casquette, c'est de l'argot, c'est de la casquette, rabattus sur le front, tous vêtus, tous venus se brûler au châtrement d'un moulin de pacotille qui ne moudrait jamais que des gigues, des polkas et des valses à l'heure où les vrais moulins de la butte agonisaient. Victor paya ses 2 francs. Au débouché d'une galerie ornée de tableaux, d'affiches, de photos, il fut surpris de l'ampleur de la salle. Un hall de gare encombré de tables et de chaises ceinturait une piste livrée avant le spectacle à des couples qui tournoyaient au son d'une musique syncopée. En novateur avisé, Charles Zidler s'était soucié de procurer à sa clientèle un lieu extravagant, un temple de plaisir conçu sous la direction du dessinateur Adolphe Villette, une très haute charpente de bois surmontée des piliers ornés d'oriflammes où se nichait une loggia abritant un orchestre de 40 musiciens. Violemment éclairé de lampes à gaz, de lustres, de globes électriques, ce décor aux couleurs chaudes, reflété par un mur tapissé de miroirs, offrait une vision orientale. Voilà, c'est tout. Donc, le Moulin Rouge, le crime. On va parler un tout petit peu de crime. 266. Alors, l'inspecteur éprouva le besoin de sucer quelques cachots. Un peu rouge mais muet, Victor paraissait fasciné par l'état de ses ongles. Je suis venu vous déranger parce qu'il me manque une pièce à conviction et que je vous soupçonne de la détenir. Voyez-vous, j'ai déjà en main les preuves nécessaires à la condamnation de Louis d'Olbreuse, ou plutôt de Louis Carnot, qui fut l'amant de Léontine Fourchon et le cocher de Madame de Saint-Mélin, et ne pardonna jamais à celle qu'il aimait tant d'avoir piétiné ses sentiments pour éviter de partager le fruit de leur larcin. Et oui, cher monsieur Legris, tous ces crimes n'avaient qu'un motif, l'amour trahi. Voyez à quoi mènent les sentiments, et vous comprendrez ainsi pourquoi je préfère le célibat. Mais revenons à notre histoire. J'ai beau détenir nombre d'atouts, ma maniaquerie me pousse à en désirer davantage. Donc, sans qu'il vous soit nécessaire de prononcer un seul mot, je vous prierai, si vous en êtes comme je le pense le possesseur, de bien vouloir déposer sur le seuil de cette pièce le second soulier d'Élisa, ou plutôt de son ami Iris Maury. Et oui, je suis renseigné, le bégaiement de Grégoire Mercier, les minauderies de Corimbe Bontemps,
ne saurait par moments résister à quelques espèces sonnantes, source infaillible d'informations. Je vais donc, illico, me plonger dans la lecture du journal des voyages, et lorsque j'aurai récupéré l'objet, je quitterai discrètement votre librairie. Voilà. Donc, on a fait le tour. Voilà, c'était pour vous donner. Ce sont des petits livres, justement, qui donnent une place importante au fond des choses. Hein, il nous donne c'est du décor intéressant, quoi. Et puis en plus, il y a une enquête, on ne sait pas qui est l'assassin, on sait qu'à la fin, etc. Donc chaque livre est une entité, hein. Il n'y a pas de suite hein, dans les différents, enfin dans ceux que j'ai lus, hein. Donc le 1, 2, 3. Allez, et puis il y en a d'autres. Vous voyez, ils sont tous, enfin, ils ne sont pas tous là, je ne les ai pas tous, hein. Mais il y en a pas mal. Hein. Et il y a tout ça. Alors, il y a le petit tome de l'opéra. Le petit tome de l'opéra, il y a Rendez-vous passage d'enfer, donc le carrefour des écrasés, on l'a vu. La disparue du Père Lachaise, Le secret des enfants rouges, Rendez-vous passage d'enfer, d'enfer Rochereau, je pense, et Le léopard des Batignolles. Voilà, et il y en a d'autres. Donc lisez, hein, et puis les livres d'histoire. Des fois on part des romances, hein, des romans historiques, puis on a envie de lire les livres d'histoire. Donc ça donne envie peut-être de lire Monsieur Miquel, qui est un grand historien et un grand écrivain. Voilà. Et essayez de me lire moi aussi, si vous voulez bien. Hein. Donc je vous rappelle que le sabre de Damas, vous pouvez l'avoir chez votre libraire, hein, il suffit d'aller le voir. Et ils le commandent, parce que pour l'instant ils ne les ont pas en stock, ces livres-là. Donc le sabre de Damas, édité chez Librinova. Vous pouvez l'avoir aussi à la FNAC, chez Amazon, chez Kobo, tout ce qui existe, chez Google. Hein. Chez Google, vous pouvez en lire un 5e gratuitement pour avoir une idée. Ça coûte que 3,49 € en numérique, hein, si vous voulez lire sur un iPhone, sur un ordinateur, sur une liseuse, ou alors 21,90 si quelquefois vous voulez l'avoir en papier. C'est sympa l'objet, bel objet. Hein. Donc en papier, ça nous fait dans les 385 pages quand même, hein. Donc il y a de quoi s'amuser. Et puis donc c'est chez tous les supports possibles, hein, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous invite à d'autres aventures chaque semaine. À bientôt!